Elle est sur toutes les lèvres et dans toutes les têtes. Elle suscite les craintes et les espoirs les plus fous. Une chose est sûre, elle ne laisse personne indifférent. On l'appelle intelligence artificielle. Cette révolution en marche qui impacte tous les domaines de notre vie suscite de nombreuses questions. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Quel est l'impact sur notre étude de notre futur? Avec nous sur le plateau pour en parler aujourd'hui, nous avons Dr Lionel Kaufmann. Vous travaillez à la Haute École pédagogique de Lausanne. Vous êtes professeur associé en didactique de l'histoire et éducation à la citoyenneté. Bonjour. Bonjour. On a également André Camacho de l'Université de Genève. Vous êtes dans l'équipe e-learning et vous travaillez beaucoup dans le e-assessment. Exactement, bonjour. Merci beaucoup. En ligne sur Zoom, nous avons le professeur Rachid Guerraoui de l'EPFL à Lausanne. Vous êtes dans le laboratoire de calcul distribué. Vous êtes également co-auteur du livre avec Lê Nguyen Hoang de Turing à la plage, l'intelligence artificielle dans un transat. Bonjour. Bonjour. On a également en ligne Ndaye Dia à Paris. Vous êtes ingénieur en machine learning. Vous travaillez également beaucoup avec l'Institut des algorithmes du Sénégal à Dakar. Bonjour Ndaye. Bonjour. Alors merci à tous nos experts d'être avec nous. On a de nombreuses questions sur ces intelligences artificielles. Alors premièrement, qu'est-ce que c'est réellement l'intelligence artificielle? On parle récemment beaucoup de ChatGPT, mais c'est bien plus que ça. Alors André, peut-être vous pourriez nous expliquer qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle simplement? Alors, j'aurais tendance à dire qu'effectivement, l'intelligence artificielle est la tentative de reproduction de l'intelligence humaine à l'aide d'outils informatiques, c'est-à-dire d'obtenir informatiquement ce que le cerveau aujourd'hui humain est capable de créer. Merci beaucoup pour cette définition. Est-ce que nos autres experts sont d'accord ou vous pensez qu'il y a plus que cela? Alors je peux peut-être aller un peu plus loin dans ce sens en disant deux choses. L'intelligence artificielle est la capacité d'une machine à résoudre un problème que l'on pensait réservé à l'humain. C'est-à-dire, à un moment donné de l'histoire, on se dit ce problème est réservé à l'humain, il n'y a que l'humain qui peut le résoudre, et puis, ah, surprise, la machine arrive à le résoudre. Et là, on parle d'intelligence artificielle. C'était le cas des jeux d'échecs, du jeu de Go, etc. Et là où je différerais peut-être par rapport à l'interlocuteur d'avant, parfois, c'est pas en essayant d'imiter le cerveau humain. C'est parfois juste en essayant de réaliser quelque chose que le cerveau humain peut faire. Je prends l'exemple d'un avion. Quand on essaie de faire voler un avion, on n'essaie pas forcément d'imiter l'oiseau. Il n'y a pas des plumes, il n'y a pas des choses comme ça. Par contre, on essaie de voler. Donc l'objectif est le même, imiter l'humain, mais pas forcément en utilisant les mêmes moyens parce qu'on n'a pas de corps biologique, donc forcément on est obligé de nous adapter. Merci beaucoup Rachid pour cette explication très intéressante. Alors il faut savoir que l'intelligence artificielle a une longue histoire qui a débuté il y a plus de 70 ans. Rachid, vous en parlez dans votre livre. Est-ce que vous pourriez peut-être un peu nous résumer? Est-ce que donc les intelligences artificielles ne nous sont pas tombées du ciel? D'où viennent-elles? Alors depuis la nuit des temps, l'être humain essaye de se débarrasser de tâches automatiques. Il l'a fait avec la révolution industrielle, pour par exemple le tracteur qui a permis de faire des travaux dans les champs que les humains faisaient, etc. Eh bien pour les machines, on essaie de faire la même chose. Et puis on a vu qu'à travers les âges, quelque part, à chaque fois, l'humain arrivait à mettre dans la machine quelque chose qui l'embêtait et qui a pris sa place. Blaise Pascal, le mathématicien, voyant son père tous les soirs s'échiner à faire des calculs de comptabilité, son père était comptable à la cour du roi, eh bien, a fabriqué la pascaline pour faire des calculs à la place de son père. Et à l'époque, on a parlé d'intelligence artificielle. On raconte même que l'Église a brûlé ces calculateurs, pensant ou disant que c'était l'œuvre du diable, donc c'était de l'intelligence artificielle. Et ça, il y a très très longtemps. Puis ensuite, évidemment, il y a des machines qui ont battu les humains au jeu d'échecs. On a dit c'est de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on ne dirait pas c'est de l'intelligence artificielle pour un jeu d'échecs, et puis les jeux de Go, puis les tableaux, puis aujourd'hui ChatGPT. Donc il y a toute une suite de prouesses des machines qui, quelque part, ont supplanté l'homme, d'abord en essayant de l'aider, puis peut-être un jour en le contrôlant. Mhm. Ah, merci beaucoup Rachid pour cette explication. C'est vrai que donc l'intelligence artificielle ne vient pas de nulle part. Alors je propose qu'on commence aussi avec notre première question d'un internaute, Oscar, qui demande: les intelligences artificielles semblent prendre des décisions elles-mêmes. Est-ce que c'est préoccupant? Et donc pour bien comprendre qu'est-ce que c'est les intelligences artificielles, on a décidé de poser cette question à ChatGPT et de voir la réponse, ensuite peut-être vous faire réagir.
Donc on peut voir à l'écran, normalement, on pose la question à ChatGPT, répond à cette question en 3 phrases et on va voir quelles sont les réflexions que ChatGPT peut faire sur elle-même. Il dit donc: «Les IA sont conçues pour prendre des décisions en fonction de règles et d'algorithmes programmés par des humains. Cependant, en raison de la complexité des modèles, il peut être difficile de comprendre comment ces décisions sont prises. Il est donc important de surveiller attentivement les décisions prises par les IA et de mettre en place des réglementations pour garantir leur utilisation éthique et responsable.» Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que ChatGPT dit de lui-même? Sur le plateau, Lionel? Moi, je dirais que ce qui est intéressant dans la phrase qui est donnée, qui précise aussi la situation dans laquelle on est par rapport à ces intelligences dites artificielles, c'est la question que c'est des données qui sont traitées via des algorithmes, et c'est un grand nombre de données qui est traité par rapport à des algorithmes, et que derrière, il y a toujours, de toute façon, par rapport à cet élément-là, le fait que c'est des humains quand même qui créent ces algorithmes avec tous les potentiels et tous les risques aussi qui sont inhérents à l'humain, de biais, etc. Donc je pense que c'est intéressant. Et puis l'autre chose, c'est plus que la complexité des modèles aujourd'hui, et si on parle par exemple d'un outil comme ChatGPT, pour moi le principal problème, c'est plus le fait qu'on n'a pas la transparence, c'est-à-dire qu'on n'a pas accès aux algorithmes qui sont utilisés par OpenAI pour traiter cette information. Et plus que la question de l'éthique, parce que responsable, ça c'est un peu pour moi... Évidemment, on voudrait que ce soit éthique et responsable, mais c'est un peu tarte à la crème, parce qu'on sait bien que par rapport à derrière, on ne peut pas avoir d'éthique ou de responsabilité dans ce domaine-là si on n'a pas une forme de transparence par rapport à la manière dont ces intelligences artificielles travaillent, et plus particulièrement ChatGPT. Merci beaucoup, Lionel. Alors Rachid, est-ce que vous voudriez réagir sur ce que Lionel vient de dire? Non, c'est tout à fait juste. Je pense qu'il a tout à fait raison. On n'a pas les entreprises qui nous mettent à notre disposition des outils puissants comme ChatGPT, mettent rarement à disposition l'algorithme. Mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est quand bien même elles mettraient à notre disposition l'algorithme, on aurait beaucoup de mal à comprendre comment ça marche, parce que même si les règles, on peut les comprendre, c'est des réseaux de neurones, etc., il y a tellement de données impliquées qu'on n'arriverait plus à suivre, on n'arriverait pas à suivre la trace de l'algorithme pour savoir pourquoi est-ce qu'il est arrivé à telle conclusion. C'est comme si on vous disait si A alors B, si B alors C, si C alors D, etc. Au bout d'un moment, vous allez vous y perdre. Vous ne saurez pas pourquoi est-ce qu'il a réussi à vous dire donc Z. Vous dites mais comment est-ce qu'il est arrivé à Z? Il faudrait une mémoire d'éléphant et ça, on l'a pas. C'est très juste. Ndaye, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que nos 2 experts ont dit jusqu'à maintenant? Oui, oui, bien sûr. Donc, j'aimerais bien sûr rebondir sur l'intervention de Lionel et de Rachid. Donc, je suis tout à fait d'accord, hein. Parfois, les entreprises qui développent ces algorithmes-là mettent à disposition du grand public les algorithmes qui sont utilisés derrière. Mais moi, je pense que ça, c'est pas le meilleur angle d'attaque. Le meilleur angle d'attaque, c'est vraiment de sensibiliser et de conscientiser les populations, conscientiser les communautés. Parce que, comme vous l'avez si bien dit, Rachid, même si on met à disposition ces algorithmes-là au grand public pour que ces derrière-là puissent en avoir accès, c'est des choses très complexes, c'est des mathématiques derrière, c'est des simulations numériques derrière. Donc, une personne lambda n'aurait pas forcément la capacité de comprendre ce qui est derrière ces algorithmes-là, même si elle en a accès. Donc, le meilleur angle d'attaque, encore une fois, c'est de sensibiliser les populations, mais avant tout, de mettre en place une réglementation très claire qui va encadrer le développement et le déploiement de l'intelligence artificielle. Donc, je pense que l'Europe l'a bien compris lorsque les choses ont démarré, en mettant en place une réglementation très claire pour encadrer le développement, l'utilisation de ces algorithmes-là. Parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'intelligence artificielle, c'est des algorithmes, et ces algorithmes-là utilisent des données. Donc, à travers ces données-là, ils apprennent, ils essaient de prendre des décisions. Si on prend l'exemple de ChatGPT aujourd'hui, hein, il a tendance à avaler toute donnée qui lui est fournie. Donc, encore une fois, il est plus qu'urgent, important de définir cette réglementation-là qui va venir surtout assurer le volet éthique de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc oui, je suis tout à fait d'accord avec ces interventions. Merci beaucoup, Ndaye. André, est-ce que vous voudriez réagir peut-être donc cette préoccupation que l'intelligence artificielle prend des décisions? Oui, alors j'aimerais surtout réagir aussi par rapport aux données. Alors effectivement, ChatGPT fonctionne à base d'algorithmes, mais comme ça a été dit, surtout ces algorithmes traitent des données, et ces données lui sont fournies. Et je pense qu'une grande thématique va être également, alors qu'il est très difficile de comprendre les algorithmes et de comprendre comment ils fonctionnent, une grande thématique va être de contrôler les données qui sont fournies aux algorithmes, parce que c'est de ces données que vient la connaissance, en fait. Et pour moi, c'est un petit peu pareil
on pourrait faire le parallèle avec un enfant. Je ne sais pas comment fonctionne le cerveau de ma fille, mais je sais quelles sont les données que je lui mets à disposition et j'attends à ce que les données que je lui mets à disposition aient une conséquence sur justement sa réponse finale ou ses comportements. C'est très intéressant. Alors, cette comparaison, je crois que Rachid voulait également réagir à ce qui a été dit. Non, je pense que c'est une très bonne analogie. J'ai pas grand-chose à rajouter. Très bien. Merci. Alors, je pense qu'on peut passer à la prochaine thématique. Donc, aujourd'hui, on peut avoir l'impression que le futur déborde un peu sur le présent. Ça nous est arrivé comme ça, on ne comprend pas. C'est vraiment extraordinaire, ces intelligences artificielles. Mais on aimerait bien comprendre aujourd'hui où est-ce qu'on en est, quelles sont les applications qu'on peut mettre en place, qu'est-ce qu'il y a déjà en disposition et qu'est-ce qu'on peut faire avec ces intelligences artificielles surtout. Alors, je propose, Rachid, de débuter la discussion. Qu'est-ce que vous pensez ? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? On peut faire énormément de choses. Après, il faut bien voir qu'il y a eu presque deux fils parallèles. Un fil qui a consisté à épater la galerie. Donc, c'est les jeux, le poker, le Go, le question pour un champion, etc. Mais ça restait des jeux. Et là, c'était quelque part un instant ou une démonstration en disant « Waouh, l'IA, c'est extraordinaire ». Mais là, on est en train d'aller sur un autre chemin qui est plus sérieux, mais qui est plus compliqué. Quand on veut, par exemple, déceler des cellules cancéreuses ou bien des cancers de la peau en donnant des radios à un algorithme, là, c'est un peu plus sérieux parce qu'il ne s'agit plus de jouer aux échecs, mais là, ça peut quelque part conduire à des erreurs très, très graves. Et là, on se rend compte que ces intelligences artificielles font des erreurs. Quand on les utilise, en particulier régulièrement, tous les jours, etc., là, on se dit, bah, quand même, il y a 5% d'erreurs, 10% d'erreurs. Et parfois, ces erreurs sont énormes. Autant l'humain, il a ce qu'on appelle le bon sens, il peut se dire, tiens, ça c'est bizarre, autant la machine, elle s'en fiche de la vérité et parfois, elle peut dire des choses complètement abracadabrantes. Et quand il s'agit de dire à quelqu'un, vous avez un cancer, même si le lendemain ou 2 jours après, on lui dit, bah, finalement, non, c'était une erreur, c'est pas rien. Et là, on est en train d'entrer dans un autre domaine. Certes, l'IA peut nous aider à diagnostiquer des maladies ou à conduire ou à peut-être prévoir des avalanches ou prévoir des incendies, même avec certaines températures. Autant, il faut qu'on apprenne, comme il a été dit, à gérer les erreurs que fait l'intelligence artificielle, qui sont extrêmement rapides, puisque la machine est beaucoup plus rapide que l'humain, et qui peut avoir des conséquences désastreuses. Donc, à mon avis, le grand challenge, le grand défi, c'est comment éviter, comment gérer la stupidité naturelle de l'intelligence artificielle. C'est très intéressant cette thématique. C'est vrai qu'on en parle peut-être un peu moins, là, donc la stupidité humaine et la stupidité des intelligences artificielles, hein, les erreurs. Est-ce que nos experts voudraient réagir ici à ce que Rachid a dit? Alors, moi, éventuellement, j'aurais quelque chose à dire. Effectivement, jusqu'à présent, et quand on parlait justement du jeu de Go et du jeu d'échecs, mon avis est qu'on pourrait parler d'intelligence artificielle. Il y a un nouveau terme qui apparaît maintenant, et j'y pense en regardant les logos Hey Siri, Hey Google et Alexa. C'est la notion de AGI, donc Artificial General Intelligence. Il y aura probablement des experts ici présents qui seront plus à même d'en parler, mais pour moi, c'est un petit peu la direction dans laquelle on va et la grande différence entre avoir une intelligence artificielle qui est capable de faire quelque chose et d'avoir une intelligence artificielle générale qui est capable, à laquelle on peut s'adresser et à laquelle on peut demander à peu près n'importe quoi. Et je pense qu'effectivement, les Hey Siri, Hey Google et Alexa, les systèmes avec lesquels on interagit par la voix et auxquels on pose des questions, sont aujourd'hui limités à des choses très basiques, mais seront demain démultipliés lorsqu'effectivement on aura accès à une intelligence artificielle, pas spécifique, mais générale. Merci beaucoup, alors c'est très intéressant. Ndaya, est-ce que vous voulez nous dire aussi peut-être aujourd'hui au Sénégal ou à Paris, quelles sont les applications? Est-ce que c'est des applications qui sont différentes? Oui. Donc d'abord, dans un cadre un peu plus général, pour revenir sur l'intervention de mes co-panélistes, aujourd'hui, ce qu'il faut noter, c'est que nous sommes dans une dynamique d'évolution. Donc nous ne sommes pas dans une dynamique de révolution avec l'intelligence artificielle. Nous sommes bien dans une dynamique d'évolution parce que l'exemple le plus récent et qui est un exemple d'actualité, c'est ChatGPT. Donc c'est un outil qui se base sur les modèles génératifs, ce qu'on appelle les modèles génératifs, les transformers. Donc ça, on en entend parler depuis les années 2000. C'est Google qui a commencé à les développer et à les utiliser. Donc aujourd'hui, ChatGPT se base sur ces technologies-là qui existaient déjà. Donc nous sommes bien dans une dynamique d'évolution. Après, ce qu'il faut noter aussi, c'est que cette évolution, elle est très rapide et elle va continuer dans les années à venir. Elle sera encore plus accentuée. ChatGPT, elle a été déployée dans une version 3.5 et après, 6 mois après, elle a été déployée dans une version 4. Donc là, la dynamique, elle va continuer davantage. Maintenant, le grand défi sociétal, je pense, dans ce sens-là, sera d'assurer que l'être humain soit au centre.
Quand je dis que l'être humain soit au centre, c'est que le développement de l'intelligence artificielle doit être fait au service de l'être humain, pour répondre aux problématiques réelles dans nos sociétés, mais pas pour entraver à la vie humaine en quelque sorte. Donc, les machines font des erreurs, comme Rachid l'a dit tout à l'heure. Donc, ceux qui développent les modèles d'intelligence artificielle et les déploient doivent être bien sensibilisés encore une fois, sur le fait que l'être humain doit être au centre, doit être au début, au centre et à la fin de l'usage de l'intelligence artificielle. Et si on vient au Sénégal, oui, bien sûr, il y a une très bonne dynamique sur place, et plus largement en Afrique, le Sénégal a aujourd'hui entamé une réflexion sur la rédaction d'une stratégie en intelligence artificielle. Et je pense que tout doit démarrer par là, parce que finalement, c'est ça qui va nous permettre de prendre en compte les 4 volets principaux pour un développement utile et responsable de l'IA. Le premier volet, c'est l'éthique, donc définir le cadre éthique et la réglementation, qui va finalement permettre un peu de cadrer le développement, le déploiement de l'IA pour qu'elle soit au service de l'être humain, au service de nos sociétés. Pardon, alors on va reparler des réglementations après. Je ne sais pas si vous voulez juste finir vite fait, rapidement votre... D'accord, bon, c'est parfait alors. Rachid, vous êtes aussi actif au Maroc. Est-ce que vous voyez des différences entre ce qui se passe au Maroc, en Suisse, dans les autres pays, aux États-Unis par exemple? Non, je pense qu'il y a aucune différence. Je pense que l'être humain, où qu'il soit, est très petit devant les prouesses des machines et de plus en plus petit. Je ne pense pas qu'il y ait de différence fondamentale. Peut-être qu'il y a des différences d'attitude parfois. Si je prends, vous avez parlé d'Europe et des États-Unis. En France, par exemple, et dans une certaine mesure en Suisse, il y a une attitude très critique, très craintive, etc. Aux États-Unis, c'est plus une attitude qui consiste à dire on va dominer le monde grâce à l'IA. Et peut-être qu'au Maroc ou dans certaines parties d'Afrique, on est un peu au milieu du gué en se disant est-ce qu'il ne faut pas surfer sur cette vague rapidement? Et je pense que l'Afrique aurait intérêt à surfer sur cette vague qui coûte quand même beaucoup moins cher que celle de la révolution industrielle. Il n'y a pas besoin d'avoir de champs pétroliers pour fabriquer des ordinateurs et des machines qui les exécutent. Donc je pense qu'il y a une attitude peut-être un peu opportuniste et je pense qu'il serait bon d'avoir dans ces pays-là. Alors merci beaucoup. Je vais réagir à ce que vous disiez parce qu'on avait une question d'une internaute qui demandait justement est-ce que c'est problématique que les États-Unis soient derrière ces technologies qui révolutionnent un petit peu nos vies? Est-ce que finalement, ce n'est pas un peu un outil de propagande? Notre internaute se demande. Alors, je ne sais pas, nos experts ici, si vous voulez réagir à ce que notre internaute demande. C'est d'abord, je ne sais pas si c'est de la propagande. De toute façon, derrière, aujourd'hui, c'est essentiellement des compagnies privées qui s'occupent du développement de ces intelligences artificielles. Donc, je pense que par rapport à ça, elles ont leurs intérêts économiques avant tout. Je ne sais pas si c'est forcément de la propagande. Par contre, il est vrai que même dans certaines utilisations d'un outil comme ChatGPT, certaines applications qui sont derrière qui permettent de faire des choses fort intéressantes, comme poser une question de nature scientifique pour voir que dit au niveau de la science par rapport à telle problématique, quels sont les résultats. C'est plutôt oui, plutôt non, plutôt sans égard, ou bien d'analyser même des corpus de publications scientifiques. Ici, on est encore avec des modèles où l'interface est en anglais. Évidemment que par rapport à ceci, c'est un frein important, plus que des questions idéologiques, c'est-à-dire d'accès à ces outils. Après, il reste tous les éléments qu'on a dit avant, de savoir comment est-ce que c'est construit, comment est-ce que c'est fait. Il y a un enjeu évidemment économique qui sont par rapport à ces intelligences artificielles. Je pense que derrière cette question, on oublie, je pense que ce qui est plus, il y a aussi les Chinois qui me paraissent être très développés par rapport à ces questions-là. Et que là, il y a aussi une question de leadership qui est en train de se jouer. Merci beaucoup. Alors, je pense que je vais aussi réagir à ce que vous disiez par rapport à l'accès. Une des grandes craintes aussi des gens par rapport à l'IA, c'est de se demander, mais est-ce que l'IA ne va pas être utilisée pour renforcer les inégalités et les biais qui sont déjà existants dans nos sociétés, dans, disons, le cerveau humain? André, vous travaillez beaucoup dans ces thématiques, non? Oui, alors à l'université, effectivement, les inégalités, on les voit. Peut-être que plus bas dans le système éducatif, on les voit davantage. Mon opinion, c'est qu'effectivement, tout nouveau outil technologique a tendance à fonctionner dans les deux sens. C'est-à-dire qu'effectivement, il peut créer des inégalités. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, pour utiliser ChatGPT ou n'importe quel système de ce type, il faut avoir un dispositif informatique, il faut avoir une connexion Internet. Donc, c'est des facteurs qui peuvent effectivement créer un fossé. Par contre,
il faut aussi dire que l'intelligence artificielle ne cherche pas à imiter l'humain, mais à atteindre le même but. Et de ce fait, permet une accessibilité beaucoup plus grande à des outils et à une capacité analytique qui n'était pas possible précédemment sans investissement financier. Donc, d'une certaine manière, l'intelligence artificielle pourra peut-être permettre de mettre dans la poche de tout un chacun la même assistance, alors que précédemment, le pouvoir économique faisait quand même une grande différence à ce niveau-là. C'est intéressant, donc cette thématique des intelligences artificielles qui peuvent combler certaines différences. Lionel, pardon, vous êtes d'accord avec ce que André vient de dire? Partiellement. D'ailleurs, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les inégalités, elles sont là avant qu'on parle de questions de technologie ou d'éducation. Donc, la question, elle est effectivement un des éléments qui renforce ou qui est prendre en compte par rapport aux inégalités, c'est la question de l'accès. Et on peut se dire que potentiellement, par rapport à ceci, l'accès est relativement facile à des outils qui sont performants, il faut le dire aussi, hein, qui permettent d'accéder à répondre à des questions qu'on peut se poser tranquillement sans avoir de regard jugeant sur soi-même. Donc c'est quelque chose par rapport à celui qui veut les utiliser, c'est quand même un peu émancipateur de ce côté-là. Mais ce qu'on sait aussi par rapport à l'utilisation des technologies, c'est-à-dire que les utilisations sont aussi prédéterminées par les orientations, enfin les inégalités sociales préexistantes. C'est-à-dire qu'on sait que dans les milieux populaires, l'accès aux technologies va plutôt se faire sous une base de consommation, alors que dans d'autres catégories socio-économiques, on aura des usages plus variés des technologies qui vont aller plus vers la production, vers la créativité de l'utilisation de ces outils. Et donc l'enjeu, il est là, il n'est pas seulement la question de l'accès aux outils, c'est de donner les moyens à toute personne de pouvoir être créatif, de pouvoir être productif, de pouvoir manipuler, de pouvoir savoir comment, qu'est-ce qu'il existe, les possibilités qu'il s'agit de faire avec, qui soient autres que celles de la consommation. Et on ne va pas forcément à ce moment-là forcément réduire les inégalités, ce n'est pas suffisant en tant que tel, mais en tout cas, on va éviter qu'elles continuent à se creuser. Merci beaucoup. J'aimerais bien encore faire réagir donc, mes experts à cette citation de Asma Mala qui disait « L'intelligence artificielle peut devenir un outil de désinformation et de manipulation des opinions ». Donc, il semblerait qu'il y ait aussi des aspects que les gens ont peur, qu'il n'y ait pas un cerveau humain pour traiter l'information derrière. Est-ce qu'un de nos experts, peut-être en ligne, aimerait réagir à cette citation ? Je pense que la question de la désinformation, elle existe préalablement. On n'a pas attendu l'IA pour la désinformation et la manipulation. Donc, de nouveau, je pense que ce n'est pas exactement la nature du problème. Après, c'est justement dans cette formation, c'est-à-dire qui est, dans tous les cas, quand on manipule un IA, après, il y a l'humain qui est derrière et qui doit, en fonction du résultat qui nous est donné, je prends des exemples basiques, il y a les traducteurs en ligne. Ils sont très performants, ils sont basés comme un outil comme DeepL, il est basé sur les principes de l'intelligence artificielle. Il fait très bien le job, mais moi, en tant qu'humain, derrière, il faut que je puisse quand même avoir un regard et puis attentif par rapport à ce qui m'est donné. Je dois faire ce qu'on appelle du fact-checking de toute façon. J'ai la même chose quand je lisais une encyclopédie ou autre, je dois faire un article de journal. Dans le fond, je dois essayer de voir quelles sont les sources qu'il y a derrière. Je dois faire ce travail de vérification. Et donc, c'est cette éducation-là qui est importante, intelligence artificielle ou pas intelligence artificielle. Ça la masque peut-être plus facilement, la désinformation, mais ça n'a pas attendu l'intelligence artificielle pour être en mesure de désinformer. Merci beaucoup. Pour aller dans ce sens, comme vous avez interpellé les auditeurs en ligne, je pense que effectivement, vous avez parlé de réduire les inégalités. Forcément, c'est un outil extraordinaire. Imaginez aujourd'hui que tout le monde, aux quatre coins du monde, pourvu qu'on ait une connexion Internet, ait accès à l'universalisme, à tous les cours de tous les professeurs aux quatre coins du monde. C'est quand même une richesse incroyable. Le contre-coup, quelque part, ou le risque, comme vient de dire la citation, c'est qu'on ne sait plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Est-ce que tel professeur à telle université est vraiment professeur dans cette université? Est-ce qu'il ne dit pas n'importe quoi? Et là, je rejoins votre interlocuteur à Paris. Ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est le sens critique. Et peut-être que ce n'est plus l'histoire qu'on doit enseigner aux étudiants, parce qu'ils vont la trouver sur Internet, mais c'est comment lire l'histoire. Ce n'est plus la géographie, c'est comment lire la géographie, comment se méfier de la désinformation. Et c'est peut-être ça le nouveau métier d'enseignant pour réduire les inégalités tout en évitant la désinformation, c'est-à-dire apprendre l'esprit critique plutôt qu'apprendre la matière qu'ils vont trouver de toutes les manières sur
sur l'IA ou sur Internet. Je voulais peut-être juste rebondir justement sur cette partie de la désinformation. Moi, ce qui me paraît aussi important de dire, c'est qu'avant l'intelligence artificielle, on recherchait l'information sur Internet, on va dire, à l'aide d'un moteur de recherche. Si je prends par exemple une page historique sur Wikipédia, je prends un personnage historique et que je vais voir la page Wikipédia, j'ai un niveau de compréhension, c'est-à-dire que la page n'est rédigée que d'une seule fois. J'ai un certain niveau de transparence, je peux regarder l'historique de la page. Et en fait, la seule façon de comprendre qui est le personnage et de lire la page, que ce soit l'index, l'ensemble, etc. Lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, on s'y adresse d'une autre manière. On pose des questions, on reçoit des réponses. Et en fait, on a tout un nouveau pan qui moi, me paraît pertinent par rapport à la désinformation, c'est qu'en fait, la réponse qu'on va obtenir dépendra de la façon dont on a posé la question. Et ça, c'est quelque chose qui était déjà présent avec les moteurs de recherche, mais qui était de loin pas aussi important. Et ce qu'on peut imaginer aujourd'hui, c'est que moi, je peux m'adresser à une intelligence artificielle, je peux lui demander quels sont les grands faits marquants d'un personnage, mais je peux lui demander d'avoir une certaine approche. Je peux lui demander pourquoi telle population pense ça. Et du coup, on aura une information qui vient d'un certain contexte, qui aborde une thématique par un certain prisme. Et ça me paraît quelque chose de nouveau par rapport aux moteurs de recherche, surtout si on se limitait à la page Wikipédia. Et moi, ça me paraît être quelque chose qui peut faire que deux personnes posent deux questions différentes, arrivent à deux réponses différentes, alors qu'à la base, ils souhaitaient peut-être avoir la même information. Merci beaucoup André pour cette remarque. Alors c'est vrai que Lionel, vous enseignez donc comment enseigner l'histoire, hein, c'est cela. Est-ce que vous avez peur peut-être que l'intelligence artificielle puisse manipuler les faits historiques afin de réécrire l'histoire? Juste par rapport à Wikipédia, on peut faire ce décalage culturel en prenant les différentes versions de Wikipédia sur le même article. Donc, c'est pas aussi développé que l'intelligence artificielle, mais ça fonctionnait déjà aussi. On se retrouve dans des problématiques qui sont assez semblables, sauf qu'il y a une transparence de Wikipédia beaucoup plus grande, dans le fond, dans la manière dont est conçu tel ou tel article. Et ça c'était peut-être un intérêt, mais au début de Wikipédia, il a fallu aussi apprendre un certain nombre de choses. Ça ne veut pas dire que pour l'intelligence artificielle ou des outils comme ChatGPT, on n'arrivera pas à des modèles aussi corrects que ça. Donc je pense qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans une certaine manière à une nouvelle étape, en tout cas par rapport au grand public, et puis qu'il va falloir se l'approprier avant d'avoir des éléments. Sur l'histoire, je pense qu'on a plus des éléments effectivement qui sont de l'ordre du ce qu'on appelle le storytelling, qui sont mis en place et qui remettent aussi des fois en question de qu'est-ce que c'est que, ne serait-ce que par exemple un témoignage historique. Et je vais donner un exemple, c'est que qui est plus ancien qu'aujourd'hui, ça date déjà d'une presque de bientôt 30 ans, c'est à la suite du film La liste de Schindler. Spielberg a ouvert une fondation sur la Shoah où il a interviewé tous les survivants de la Shoah pour garder une trace de ces survivants qui étaient en train de disparaître, qui allaient disparaître. Et à partir de là, ils ont créé un hologramme sur certains de ces témoignages où ils ont pris beaucoup de données et qui permet de répondre à des questions qu'on lui pose. Exactement un peu, c'est du pré-ChatGPT, on dira. Cet hologramme, je lui ai posé une question, il me donnait une réponse. Le seul problème, je veux dire, au niveau par rapport à la question historique, c'est qu'en fait, on n'est plus de l'ordre du témoignage, puisque, comme pour ChatGPT, il va faire travailler son algorithme, chercher des éléments qui sont dans la base de données de tous les propos qu'a dit le témoin, et puis les recompose pour donner une réponse, qui donne l'impression que c'est le témoin qui la donne au moment où il l'énonce. Mais c'est pas vrai, puisque derrière, c'est une reconstitution, c'est une recomposition. Il est absolument impossible de faire si j'ai pas accès au témoignage in extenso, je ne peux pas recomposer ces propos pour savoir s'ils ont été bien réagencés. Et donc cette question-là sur on va dire des sortes de manipulation historique, où c'est assez, il y a pas mal de jeux qui sont faits avec ça aussi, pose un certain nombre de questions par rapport à la nature même de l'histoire qui serait produite de cette manière-là. Parce qu'on n'est plus dans le fait que l'histoire, c'est pas juste un récit, c'est des sources, c'est des documents authentiques à partir desquels on développe, et on peut développer différents points de vue sur un thème ou un sujet. Mais là, on est dans une transformation du matériau de base de l'historien qui devient quelque part problématique au niveau presque éthique, on dirait.
Merci beaucoup, Lionel. Est-ce qu'un de nos experts a envie de réagir à ce qui vient d'être dit? Alors, j'aimerais juste rebondir sur le volet fake news, donc utilisation de l'IA pour créer des fake news. Donc, je pense que ça, aujourd'hui, ça touche beaucoup plus le milieu politique avec la génération de fausses images, la génération de faux contenus. Mais comme dit précédemment, je pense que le grand défi de cela, c'est de s'assurer que l'être humain reste au centre de l'usage de l'intelligence artificielle, que l'être humain soit au contrôle de ce que l'intelligence artificielle donne comme sortie finale. Maintenant, pour revenir sur le cas toujours des fake news, appliqué surtout au monde de l'éducation et en particulier il y a tout ce qui est histoire. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a les enseignants ont ce grand défi-là de changer ou bien de faire une mise à jour des méthodes d'évaluation. Donc, on ne peut plus rester sur les méthodes anciennes, littérales d'évaluation. Aujourd'hui, si on donne à un étudiant ou un élève un sujet d'histoire ou de commentaire ou de résumé, l'étudiant peut aller sur ChatGPT pour lui demander. Hein, et ChatGPT, en notant sa réponse, on a tendance à lui donner 20 sur 20. Donc, si le professeur utilise les anciennes méthodes d'évaluation, là, voilà, ça va carrément poser problème. Donc, je pense qu'il faut s'adapter. La technologie, elle évolue. Elle donne beaucoup d'opportunités, beaucoup d'avantages, mais il faut évoluer, il faut savoir vivre avec. Merci beaucoup pour toutes ces réactions. Alors, je propose qu'on fasse un petit détour par les intelligences artificielles en lien avec l'art. Donc, on a une internaute, Raquel, qui se soucie que les artistes ne pourront plus partager leurs œuvres en ligne par crainte qu'on leur prenne leurs œuvres sans permission. Est-ce que nos experts voilà, qui sont sur le plateau, voilà, André voulait réagir à cette question? Alors c'est très intéressant parce qu'effectivement se pose la question de est-ce que l'intelligence artificielle pique les œuvres ou est-ce que l'intelligence artificielle pique l'unicité de l'artiste qu'on retrouve dans ses œuvres. Moi je m'intéresse beaucoup justement à la génération d'art par intelligence artificielle. Je pense que la problématique des droits d'auteur pourrait être mise en parallèle avec le texte parce on peut imaginer ChatGPT produire des poèmes en suivant le style littéral d'un auteur. Moi, ce qui me semble très intéressant sur les droits d'auteur et la génération d'images, c'est justement de définir le droit d'auteur, de définir justement où s'arrête le droit d'auteur. Parce qu'effectivement, on rencontre aujourd'hui, par exemple, des artistes créateurs japonais qui ont un style unique de dessin que de nombreux artistes n'ont pas su reproduire. Et malheureusement, depuis l'apparition de Midjourney, par exemple, il est très facile pour n'importe qui de demander une page de BD dessinée au style de cet auteur. Et il est vrai que les résultats sont bluffants. Donc, pour moi, la grande question reste, est-ce que l'intelligence artificielle pique les œuvres ou est-ce que l'intelligence artificielle s'inspire du style de la même façon que de nombreux humains ont fait au travers de l'histoire et ont réinventé certains styles qui étaient déjà inventés par d'autres. Merci beaucoup, André. Est-ce qu'il y a d'autres experts, nos experts en ligne, peut-être veulent réagir à justement cette question des intelligences artificielles en lien avec l'art? On connaît l'exemple de Rembrandt. Pendant longtemps, on a pensé que s'il y avait bien un domaine où l'intelligence artificielle ne pouvait pas nous rattraper, c'est tout le côté créatif. Et puis, il y a cette société en Hollande qui a reproduit des œuvres de Rembrandt qui ressemblaient comme deux gouttes d'eau aux vraies œuvres, et des experts dans des musées les ont pris pour des œuvres de Rembrandt. Donc, on peut estimer que ça fait très peur. Ça fait très peur, effectivement, pour les artistes parce que, une fois qu'ils ont un style déterminé, ils ne pourront plus le reproduire. Mais encore une fois, l'intelligence artificielle essaye de répéter ce qui est automatique chez nous, que ce soit de l'addition, la multiplication. Dès qu'on fait quelque chose automatiquement, elle le répète. Donc Stephen King écrit ses romans de la même manière. Les épisodes de Columbo sont tous les mêmes. Donc forcément, une intelligence artificielle va en voir un ou deux, et elle va pouvoir en générer des milliers. Alors la survie de l'artiste, ça va être de se répéter à chaque fois, de ne pas se répéter à chaque fois, d'être créatif. Et ça, c'est pas évident. Donc, effectivement, il y a de quoi s'inquiéter. Alors, merci beaucoup pour ces réactions. Oui, alors, allez-y. Je pense qu'on est dans aussi la question de qu'est-ce que la création. On est aussi dans beaucoup de domaines depuis qu'il y a le numérique, mais même un petit peu avant, sur la question de ce qu'on appelle la culture du remix, c'est-à-dire qu'on prend des éléments des boucles. L'ancêtre de la culture du remix, déjà, c'est le rap. Puisqu'il reprend des boucles, et en même temps, c'est devenu aujourd'hui, c'est devenu des artistes aussi, ces rappeurs. Donc, c'est toute la question de qu'est-ce qu'un artiste, qu'est-ce qu'est une œuvre, et puis, évidemment que l'intelligence artificielle dans ce domaine-là, elle va venir mettre sa patte comme une des techniques, des éléments, mais qu'on va mixer, qu'on va coller, et puis qui
qui a aussi des potentiels de créativité beaucoup plus larges pour tout un chacun. Et de ce côté-là, elle est quand même émancipatrice par rapport à des individus qui peuvent devenir producteurs, devenir acteurs par rapport et non pas être passifs par rapport à une technique comme l'intelligence artificielle. Et par contre, il y a aussi la question du droit d'auteur, c'est qu'il y a déjà 3-4 ans, hein, il y a une intelligence artificielle qui a composé une chanson. De A à Z, avec c'est le robot après qui chante, etc. Mais c'est totalement fait par l'intelligence artificielle. La question qui s'est posée, c'est de dire, est-ce qu'on peut lui mettre le qualificatif d'auteur à cette intelligence artificielle, puisque dans le fond, elle a créé quelque chose qui paraît neuf. Et puis le problème qui est en tout cas apparu, c'est que le droit d'auteur, derrière, c'est un humain. Et donc, par rapport à ça, une œuvre qui est entièrement créée par l'intelligence artificielle, elle ne pourrait pas entrer dans la catégorie du droit d'auteur. Et ça, c'est quand même des éléments qui sont intéressants, puis qui donnent quand même passablement d'espoir par rapport à l'humain. C'est très intéressant cette question. Ces questions suscitent donc des réflexions philosophiques. Alors, c'était intéressant de faire ce petit détour par rapport à l'IA et l'art. Je pense qu'on peut peut-être aussi demander à nos experts, pour les professeurs ou pour les élèves, est-ce que vous auriez des conseils à donner, voilà, vraiment de manière pratique, comment faire face à cette intelligence artificielle qui change tout dans l'enseignement et dans l'apprentissage? Peut-être, Lionel, si vous voulez commencer. Oui, d'abord, pour choisir des outils qui donnent plus de transparence peut-être par rapport aux résultats qui sont donnés par OpenAI. Et derrière, il y a ChatGPT qui est assez compliqué de ce côté-là. Donc, il y a déjà des outils comme Perplexity.ai qui donne pour chacune des phrases générées sur quelles données il s'est appuyé pour construire sa réponse. Donc, ça donne déjà une entrée un peu plus intéressante au niveau de l'enseignement pour aller dans le sens du regard de l'humain sur la production qui est faite par une intelligence artificielle, donc potentiellement des élèves, pour faire des opérations qui sont de l'ordre du fact-checking, hein, d'aller vérifier effectivement dans les documents qui ont servi à construire la réponse, où est-ce qu'on retrouve ou pas les éléments de la phrase ou du texte créé. Et puis après, on peut entrer dans des choses de faire manipuler les élèves par rapport à ces premiers résultats, puis leur demander de compléter, d'augmenter sur les résultats qui sont donnés par ChatGPT pour les mettre dans une position, pour moi, qui est importante, qui est d'être acteur. L'autre chose qui est importante quand on regarde sur la question des inégalités scolaires, c'est que par rapport à ceci, c'est que on a de la co-construction, de la créativité du côté des élèves par rapport à ce qui est fait. Donc pourquoi pas ChatGPT fait le début d'un poème, ChatGPT, aux élèves de continuer la rédaction du poème. C'est-à-dire juste de nouveau sur les mêmes principes qui sont de faire entrer les gens dans une co-créativité, de co-construire plutôt que de les laisser seuls et puis d'être simplement dans le like ou le dislike de ce qui était produit. Alors, merci beaucoup pour ces conseils pratiques. J'aimerais peut-être faire réagir à cette citation de Rachid. Vous disiez « Il faut apprendre aux élèves à travailler sans et avec ChatGPT ». Rachid, est-ce que vous voulez nous expliquer un peu qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Alors, pour essayer d'expliquer ce que je voulais dire par là, je prendrai l'exemple de la calculette. Quand la calculette est arrivée, il y a certaines personnes qui disaient il ne faut plus apprendre aux enfants le calcul, puisque de toute façon, il y aura la calculette. Et ça, d'après des experts du cerveau, c'est très dangereux, parce que quand on apprend à un enfant à faire un calcul, il y a des connexions dans son cerveau qui se forment et qui lui apprennent à résoudre d'autres problèmes. Donc, le but du calcul, c'est comme quand on va faire un peu de sport, c'est vraiment pour entraîner le corps, c'est pas pour la finalité. Donc, quand bien même on a ChatGPT qui peut répondre à certaines questions, il faut quand même apprendre aux élèves à travailler sans. Tout comme on leur apprend à faire des additions et on leur enlève la calculette pour nous assurer qu'ils apprennent. Ça, c'est vraiment pour l'entraînement du cerveau. Mais ensuite, il faut leur apprendre à travailler avec, comment est-ce qu'on utilise une calculette, comment on utilise ChatGPT, quelles questions lui poser, comment en tirer profit au maximum et surtout, comment se méfier des réponses. Donc, je pense que le rôle du prof aujourd'hui, c'est apprendre aux élèves à travailler sans ChatGPT, puis ensuite apprendre à l'utiliser de manière responsable. Encore une fois, ce n'est pas à ChatGPT d'être responsable, c'est à l'être humain derrière ou qui l'utilise d'être responsable. Merci beaucoup, Rachid. Ndaye, est-ce que ça vous parle, ce qui a été dit? Oui, bien sûr, je suis tout à fait en phase avec mes copanélistes. Donc, je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, aujourd'hui, l'enseignement doit s'adapter face à cette évolution technologique. Et je pense que cette adaptation-là, hein, doit se faire sur deux mesures. Donc, la première, c'est vraiment sensibiliser
les élèves, les apprenants, parce qu'aujourd'hui, je pense que le rôle dans l'enseignement ne doit plus se limiter sur la transmission de savoir, mais également le savoir-être, ça joue un rôle important, un rôle capital. Et c'est ce savoir-être-là qui va permettre finalement aux apprenants de savoir qu'aujourd'hui, la technologie, elle existe, on peut l'utiliser pour résoudre nos problèmes, on peut l'utiliser pour faire nos devoirs, etc., mais derrière, on perd notre sens critique, on perd notre capacité à résoudre des problèmes d'une manière algorithmique à travers notre mémoire. Donc ça, je pense que c'est une touche de sensibilisation que les enseignants, que les professeurs doivent mener. Ensuite, encore une fois, il faut que ces derniers-là s'adaptent aussi face à cette évolution technologique pour changer, faire une mise à jour des méthodes d'évaluation. Merci beaucoup, Ndaye. Alors, je pense qu'une question qui se pose énormément par rapport à ChatGPT et l'éducation, c'est donc comment faire par rapport aux examens. Donc, André, vous qui travaillez à l'Université de Genève, comment vous faites face au plagiat et puis à la triche et puis maintenant à ChatGPT? Alors, au plagiat, à la triche, peut-être que le mot plagiat, justement, est issu d'un modèle plus ancien. C'est vrai que quand on parle de ChatGPT, on n'est pas sur du plagiat pur et dur, et c'est pour ça que c'est plus difficile à détecter. Aujourd'hui, à l'Université de Genève, il n'y a pas 1000 solutions. Il y a deux grossières possibilités, avec la troisième qui me semble plus pertinente, mais la première possibilité, c'est d'interdire ChatGPT. C'est possible pendant un examen. Toute activité d'évaluation qui se base sur une production qu'un étudiant amènerait ne rentre pas dans ce cadre parce qu'il faudrait avoir la possibilité d'empêcher l'utilisation de ChatGPT pendant toute la durée de l'examen ou de la production. La deuxième manière, c'est simplement d'essayer de le détecter. Donc aujourd'hui, il y a des détecteurs qui existent. Il y a une société Compilatio qui a un outil de détection du plagiat, qui a lancé également un outil de détection de ChatGPT, enfin de textes produits par intelligence artificielle. Après, bien évidemment, les intelligences artificielles ne laissent pas de traces dans leur texte, en tout cas pas de traces évidentes, donc le résultat de la détection est toujours très variable. Si je prends un enseignant d'histoire, un enseignant de mathématiques ou un enseignant de littérature, on peut imaginer, je ne suis pas dans la position de dire à chacun de ces enseignants, l'outil marche. Selon le domaine, il marchera beaucoup mieux ou beaucoup moins bien. Donc ces deux solutions me paraissent un petit peu futiles, mais c'est ce qui aujourd'hui est fait. Et effectivement, ce qu'on conseille, ce qu'on commence gentiment à faire, c'est d'apprendre à travailler avec ChatGPT. On a de plus en plus d'enseignants qui nous demandent, dans le cas où je reformule mon activité d'évaluation, et dans le cas où je veux autoriser ChatGPT pendant l'examen, est-ce que c'est possible? C'est bien évidemment possible, avec des limites. C'est un outil qui n'est pas... c'est un outil qui a ses propres limites, qui n'est pas toujours utilisable gratuitement, etc. Mais voilà, c'est possible. Et je pense que c'est la seule réponse pertinente dans l'avenir. Et tant qu'on n'est pas capable de détecter correctement l'utilisation de l'intelligence artificielle, le plus intéressant, ce serait de travailler avec. Et ça passe très souvent par reconstruire ou reformuler les besoins pédagogiques et surtout les objectifs d'évaluation, en fait. Merci beaucoup. Lionel, est-ce que vous pensez qu'il faudrait une réforme scolaire pour le secondaire également? Parce que, donc on parle de l'université, mais le secondaire, c'est un peu différent, ça touche vraiment tous les enfants. Est-ce qu'il faudrait une réforme pour intégrer les intelligences artificielles? Je ne sais pas s'il faut une réforme. Le domaine de l'éducation, je dirais, plutôt au niveau obligatoire ou enfin, au secondaire, c'est quand même un système qui est relativement stable. Par rapport à ces arrivées de technologie, plutôt le premier effort, c'est de se barricader par rapport à ceci. Et puis on peut avoir des volontés de réformer le système scolaire ou la pédagogie, mais ce ne serait pas la première fois. Et le système jusqu'à présent est quand même assez, on va dire, résistant ou résilient par rapport à ces questions. Parce que dans le fond, il faut voir aussi quelles sont les tâches scolaires que l'on veut donner ou qu'on veut attribuer. Et puis c'est clair que si on est ça c'est un peu le paradoxe, c'est que si évidemment on est dans l'ordre de la répétition, de dire faites-moi un exposé sur Christophe Colomb, moi j'ai de la peine à dire, enfin en tout cas personnel, dire l'élève qui vient avec le résultat de ChatGPT ou qui vient avec l'article Wikipédia, il a quasiment fait le job dans le fond, parce que la tâche suivante, il est certainement bien fait, cet article de Wikipédia. À quel jeu est-ce qu'on joue? Si c'est simplement de reproduire quelque chose, avant c'était par rapport à un manuel, par rapport à une encyclopédie. Donc par rapport à ça, la tâche n'est pas forcément très intéressante.
Par contre, de demander à des élèves d'évaluer l'article de Wikipédia sur Christophe Colomb ou le résultat de ChatGPT, ça devient un peu plus intéressant, un peu plus interactif. Ou alors, il faut changer le type de tâche que l'on veut donner aux élèves, parce que, évidemment, il y a cette interdiction, puis tout de suite après, on vient avec Compilio, d'autres choses qui sont qui offrent des solutions contre le plagiat, mais ça veut dire que ce plagiat tel qu'il soit, c'est que dans le fond, la tâche qu'on leur a donnée, elle incite souvent à aller chercher sans trop d'efforts le résultat. Donc si on donne des tâches qui demandent plus d'efforts quelque part aux étudiants ou aux élèves, peut-être moins de tâches, mais plus de temps pour les réaliser, mais des tâches plus intelligentes, on résout de soi-même le problème éducatif qui est avec l'intelligence artificielle, et puis on peut les utiliser. Moi, je vois, on peut par exemple faire des séquences de cours. Je peux être enseignant, je demande à ChatGPT, il me fait ma séquence de cours. On a regardé ça par rapport aux étudiants en formation. Donnons-leur le résultat qui est fait par ChatGPT, puis demandons-leur de l'évaluer, de le critiquer. Parce que derrière, dès qu'on est sur des éléments qui sont plus d'ordre conceptuel, des concepts qu'il y a derrière, il y a plusieurs formes de concepts et autres. Et donc, il faut pouvoir recontextualiser ce que ChatGPT ne va pas faire, parce qu'il va avoir un concept, je ne sais pas lequel d'ailleurs, plutôt générique. Et ça, là, ça devient intéressant. Et donc, c'est que ça que je peux conseiller par rapport à l'éducation. Ouais, André, Et si je peux rebondir très très rapidement, je pense aussi que très souvent, on s'intéresse à pourquoi ChatGPT a donné la mauvaise réponse. Comment est-ce qu'on fait pour que ChatGPT donne la bonne réponse ? Alors que depuis le début de la séance, on parle beaucoup d'esprit critique. Et je pense que justement, l'accès aux intelligences artificielles nous poussera peut-être à développer d'autres types d'activités, peut-être des activités inverses, qui sont... ne me faites pas un exposé sur Christophe Colomb, que ChatGPT et Wikipédia le font très bien, mais trouvez-moi, prendre l'aspect inverse, donc trouvez comment faire en sorte que ChatGPT donne la mauvaise réponse, comme à l'époque peut-être, on cherchait sur Internet des sources qui n'allaient pas dans le sens d'autres sources, les discuter, les débattre. Je pense que l'histoire est d'ailleurs une matière à débat, au contraire d'autres matières. Et je pense qu'effectivement, un travail qui sera intéressant du point de vue de l'esprit critique sera justement... pas d'aller chercher la bonne réponse, mais d'aller chercher la mauvaise. Et de discuter pourquoi la mauvaise réponse, d'où elle vient. On n'a pas forcément le niveau de transparence, mais par contre, les étudiants ou les élèves doivent avoir un niveau d'esprit critique nécessaire pour discuter et balancer certaines choses qui nous semblent à toutes évidemment fausses, mais que ChatGPT est capable de donner. C'est très intéressant cette question d'esprit critique. Merci d'avoir amené ça. C'est vrai, cette question de définir l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. Alors, je propose qu'on passe au prochain sujet. Alors, si on parle beaucoup d'éducation et d'enseignement par rapport aux intelligences artificielles, un aspect auquel on pense un peu moins, c'est l'environnement et l'intelligence artificielle. Alors, aujourd'hui, on a un biologiste, Elia, qui nous fera une petite chronique sur comment l'intelligence artificielle peut aider à protéger l'environnement. Alors, bonjour Elia, merci d'être là. Bonjour Vanessa, bonjour. Bonjour tout le monde. Alors, nous l'avons déjà entendu, l'intelligence artificielle a envahi plusieurs domaines de l'activité humaine et les possibilités semblent presque infinies. Mais maintenant, on se demande entre ceux qui condamnent la technologie et ceux qui l'exaltent presque, est-ce que ChatGPT et compagnie peuvent-ils nous aider dans une des plus grandes questions de notre époque? Donc le défi de la crise climatique et de l'atteignement d'une société plus durable. Et donc je vous propose deux exemples pour commencer. Alors ça c'est une étude qui est née entre la collaboration entre la NASA et l'Université de Copenhague. Et grâce à l'IA, il a été possible d'identifier parmi plus que 300 000 images satellitaires et localiser les arbres dans cette immense région de l'Afrique subsaharienne et qui est notamment très touchée par la sécheresse et donc a causé une grande crise alimentaire dans les dernières décennies. Et ceci est un outil clé pour les chercheurs et les décideurs dans l'avenir pour identifier les régions les plus touchées par cette sécheresse et par la dégradation du sol et trouver des solutions ciblées. Et le deuxième exemple que je vous propose, c'est un projet pilote qui s'appelle Artificial Intelligence for Agriculture Innovation. C'est un projet mené par le gouvernement indien, soutenu par le Forum
économique mondiale. Et grâce à l'IA, le gouvernement est en train de créer un réseau entre les agriculteurs, les chercheurs et les institutions pour permettre de viser la grande croissance, l'augmentation de la production face à la croissance démographique du pays, tout en respectant la durabilité, les bases de la durabilité. Et donc, grâce à l'IA, les 7000 producteurs qui participent à cette initiative peuvent, d'un côté, contrôler la qualité et la durabilité de leur récolte, et en plus se mettre en réseau avec les fournisseurs et les consommateurs. Tout ça a l'air très bien et c'est très promettant d'avoir ces résultats avec l'IA appliquée dans le domaine de l'écologie. Mais il faut aussi réfléchir sur le coût que ce progrès porte. Et parce que le développement des systèmes de IA est marqué par certaines étapes qui sont très énergivores et donc liées à l'émission de gaz à effet de serre assez importante. Et donc la question, maintenant on a déjà parlé avant de cette question de transparence, mais la transparence c'est pas seulement pour l'algorithme à la base de la création du modèle IA, mais c'est aussi la consommation et la source d'approvisionnement de l'énergie utilisée pour obtenir ces résultats. Et donc, maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que l'IA, ça sera vraiment notre allié dans cette crise climatique ou ça sera plutôt parmi leurs principaux instigateurs dans l'avenir? Merci beaucoup, Elias. C'est vrai que c'est très intéressant de se dire l'intelligence artificielle, c'est une technologie qui peut nous aider à relever des défis, mais dans une économie où on essaye un petit peu de décroître notre consommation énergétique, est-ce que c'est vraiment la priorité? Alors, je ne sais pas si nos experts ont envie de réagir à un peu ce que l'IA a présenté. Alors oui, j'aimerais bien réagir à ça. Donc sur la question qui est posée, oui, ma réponse serait tendance à dire que l'intelligence artificielle peut bel et bien nous aider à lutter contre le réchauffement climatique. Après, oui, comme toute technologie aussi, hein, ça a des avantages vis-à-vis du réchauffement climatique aussi. Donc ça, il faut le reconnaître. Donc ce qu'il faut aussi noter, c'est que l'intelligence artificielle, elle peut être appliquée à tout secteur d'activité. En l'occurrence, tout ce qui concerne réchauffement climatique, réduction des gaz à effet de serre, etc., etc. Maintenant, l'autre côté, ce qu'il faut noter aussi, c'est que l'intelligence artificielle fonctionne avec des algorithmes. Donc, il y a des données qui sont utilisées et ces données-là sont stockées sur ce qu'on appelle des data centers. Et les data centers aujourd'hui, hein, nous le savons tous, hein, sont vraiment très, très énergivores et ils ont aussi tendance à dégager beaucoup de chaleur. Et ça favorise aussi, hein, on le dit, le réchauffement climatique. J'ai suivi récemment un projet qui a été développé en Afrique, hein, en l'occurrence en Afrique subsaharienne, donc qui consistait à utiliser l'intelligence artificielle pour un peu lutter contre le réchauffement climatique. Et justement, ce qu'ils ont fait, c'est un outil de détection des poubelles mal placées dans les rues. Et donc ça, je pense que c'est un projet très intéressant qui pourrait vraiment aider à trouver une solution, bien sûr durable, contre le réchauffement climatique en partie. Maintenant, la question fondamentale qui se pose, c'est que les avantages apportés par l'intelligence artificielle pour lutter contre le réchauffement climatique et les désavantages qui sont de l'autre côté liés à l'usage des données, à leur stockage, à travers les data centers qui produisent beaucoup de chaleur, quel serait le cas de figure le plus favorable? Donc ça, je pense que c'est la question fondamentale à laquelle il faudra vraiment essayer de trouver une réponse. Merci. Je crois qu'il y a Rachid qui voudrait réagir à ce qui a été dit. Je pense vraiment très sincèrement que si on a une chance, par exemple, de dessaler un jour l'eau de mer de manière suffisamment raisonnable pour arroser les plantations en Afrique ou dans les régions désertiques que vont être bientôt l'Andalousie ou le sud de la France, etc., ce sera grâce à ces algorithmes. Donc je ne vois, non seulement je pense que l'IA est bien pour lutter contre le réchauffement climatique, mais je ne vois pas d'alternative. Donc je vais encore plus loin. Je pense que c'est un outil de calcul extraordinaire. Et si on veut s'en sortir un jour et pouvoir nourrir la planète, je pense qu'il nous faudra des supercalculateurs, etc. Maintenant, il est évident que ces supercalculateurs consomment eux-mêmes de l'énergie et il faut absolument que les chercheurs travaillent sur la réduction de la consommation d'énergie de ces machines qui sont
on n'est pas encore en train d'arriver à la consommation, par exemple, des compagnies aériennes, mais on est en train d'y aller. Donc, il y a cet aspect qu'il faudra gérer. Alors, il y a un autre aspect, vous avez parlé de décroissance, de responsabilité, et j'entends parfois des gens très sceptiques dire: «Ah mais regardez, il y a la lettre signée par un certain nombre de chercheurs pour le moratoire». Je ne sais pas si vous allez y arriver ou pas. Si vous n'allez pas y arriver, je peux dire un mot là-dessus maintenant, sinon j'attendrai plus tard. Allez-y seulement. Oui, alors vous avez tous entendu parler de ce moratoire proposé sur l'IA. Il faut vraiment faire très attention à ce genre d'effet d'annonce parce que l'un des principaux, disons, des avocats de ce moratoire, Elon Musk, a signé cette lettre, mais en parallèle vient d'investir énormément d'argent dans une société d'IA. Donc il faut bien voir que c'est des coups de pub et des coups de com pour dire vous ralentissez pendant que moi j'avance. Et ça, il faut pas être naïf. Je pense que si l'Europe en général et la Suisse en particulier s'amusent à se dire ah ben il faut que je ralentisse, ben, ça voudra juste dire un train de retard par rapport à la Chine, à Elon Musk et sa société, à Google, etc. Merci beaucoup alors pour ça. Oui, alors, André, vous Ah oui, voulez alors, je voulais peut-être réagir rapidement. Effectivement, je pense qu'on est mal placé pour faire un calcul de coût-opportunité sur l'entraînement d'un modèle et l'utilisation d'une IA. Donc je pense qu'effectivement, c'est difficile d'estimer, mais moi je suis de l'avis qu'en fait, comme le disaient nos experts, le potentiel d'utilisation d'un modèle entraîné comme ChatGPT 3.5 par exemple, est tellement large, il faudrait savoir combien a coûté son entraînement, mais effectivement, les possibilités d'utilisation sont tellement larges que je présume, je pense que le calcul coût-opportunité sera bénéfique, qu'on arrivera à en tirer, si on l'utilise encore une fois à bon escient, on arrivera à en tirer beaucoup plus que ce qui a été investi. Et puis je pense qu'effectivement, probablement nos experts pourront en parler un peu plus, mais il existe déjà des calculs de combien a coûté à entraîner un modèle. Et puis il y a des modèles comme ChatGPT qui ont coûté très très cher, je crois que c'est l'ordre du million ou du milliard, mais Stanford ont lancé un modèle Alpaca ou Llama, par exemple, qui, lui, a coûté moins de $1000 à être entraîné. Donc, je pense qu'effectivement, et ce serait peut-être plutôt une question pour nos experts, mais à quel point est-ce que, justement, l'entraînement de ces modèles est cher? À quel point est-ce que plus on avance, plus le coût va être réduit? Et ma question pour Ndiaye, est-ce que vraiment, justement, quand on voit un petit peu le coût d'entraînement de ces modèles, est-ce qu'on n'a pas le sentiment que quand même que le calcul coût-opportunité est bénéfique, c'est-à-dire qu'en fait, le coût qui a été apposé pour entraîner le modèle est quand même inférieur au potentiel revenu qu'on peut en tirer dans son utilisation, en fait? je vais devoir faire réagir Ndiaye et puis ensuite si Lionel voulait réagir. Alors Ndiaye, qu'est-ce que vous pensez de ce que André vient de dire? Alors oui, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, et comme André l'a dit également, entraîner un modèle de machine learning, un modèle d'intelligence artificielle, ça demande des coûts. Donc ça produit beaucoup d'énergie. Donc ça émet de la chaleur à travers les data centers. Mais oui, il faut bien voir ça, hein, le coût de l'entraînement d'un modèle. Après, ce qu'il faut également noter, c'est que les chercheurs peuvent à travers le développement de ces modèles-là, réduire la complexité temporelle des calculs. Donc, faire des calculs d'optimisation tels que Rachid l'a si bien souligné tout à l'heure, pour réduire la complexité temporelle des calculs. Et ça pourrait beaucoup jouer sur la réduction de la consommation en énergie lors de l'entraînement des modèles de machine learning. Merci beaucoup Ndiaye. Lionel, vous vouliez aussi réagir à ce qui a été dit avant? Ouais, moi je suis un peu plus, sceptique par rapport à ces questions-là, on dira. Même si je pense que de toute façon, on ne va pas arrêter l'IA, hein, on va peut-être la ralentir. D'une part, il y a souvent l'impression qu'on va résoudre il y a des courants qui disent qu'on va résoudre le problème climatique par la technologie ou le progrès. Je pense que c'est aussi un leurre en tant que tel. Il y a aussi des solutions très simples qui permettent d'arriver au même résultat avec nettement moins de coûts qui seraient liés à la consommation des énergies qui est nécessaire pour faire tourner ces modèles. Et puis, après, on verra aussi, dans le fond, c'est aussi des choix de ce que fera la société, de manière générale, parce que derrière, c'est toujours des humains qui décident, et puis de regarder aussi par rapport à ces solutions-là. C'est des beaux projets, c'est juste pour faire joli, enfin, quelque part, dans le sens où ça met en évidence qu'on peut être écologiquement responsable avec l'IA, mais
En même temps, l'IA, elle fait aussi société de surveillance, hein, avec les mêmes modèles, et c'est aussi pour faire sur les réseaux sociaux, pour faire plein d'autres choses. Puis je pense que ce qui montrera dans le fond aussi cette intelligence artificielle, elle est en mesure de résoudre vraiment des questions climatiques, c'est de voir où est-ce que principalement les investissements seront faits. C'est quelle est la proportion des investissements qui vont être faits par rapport aux IA, par rapport à ces questions de réchauffement climatique, par rapport à d'autres secteurs, puisque ça touche tous les secteurs de la société. Et puis on verra que, je pense, en tout cas pour l'instant, c'est plutôt, ça reste limité dans les solutions que propose l'IA par rapport au réchauffement climatique, parce que c'est pas forcément là que les gens ont envie d'investir pour faire du bénéfice. Merci beaucoup. Alors, le temps passe vite, on a beaucoup de questions. Et c'est vrai que vous disiez, Lionel, il y a toujours l'humain qui décide derrière. Et je pense qu'une des grandes questions de l'intelligence artificielle, cette crainte que l'humain perde le contrôle, peut-être une crainte qui nous vient d'Hollywood, je ne sais pas. Est-ce que, Rachid, vous pensez que l'humain peut perdre le contrôle de l'intelligence artificielle? Ah, c'est une question très difficile et quelle que soit la réponse que je donnerai, j'ai une chance sur deux d'avoir l'air imbécile dans quelques années. Donc c'est extrêmement compliqué. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai parfois l'impression que ces algorithmes nous forcent à être meilleurs. C'est-à-dire que les machines nous rattrapant, eh bien, il faut qu'on soit encore meilleur. Et peut-être que, comme, encore une fois, j'aime bien les références historiques, comme le feu a permis de créer une autre sorte d'être humain, enfin, le Homo sapiens sapiens, qui en brûlant la viande a développé son cerveau, est devenu meilleur, etc., et a créé quelque part une autre espèce, eh bien, peut-être que l'intelligence artificielle va nous forcer à nous surpasser, à être meilleurs, à ne plus, quelque part, nous attarder sur les choses automatiques qui peuvent être faites par une machine, mais peut-être à faire des choses un peu plus humaines pour une définition de l'humain qu'on devra trouver ensemble en tant que société. Donc, quelque part, je suis quand même un tout petit peu optimiste en me disant, bah, il y a eu Homo sapiens sapiens, et peut-être que la machine créera Homo sapiens 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 2.0, une version élaborée. Ah, merci beaucoup, Rachid. Je ne sais pas si nos experts aussi, André, voulaient réagir. Ouais, alors moi je pense que dans le contrôle, il y a peut-être deux notions justement. Est-ce qu'on contrôle la machine qui nous donne la réponse? Il y a la partie du contrôle de la machine, puis il y a la partie du contrôle du processus. Alors je ne sais pas à quel contrôle on faisait référence. Par contre, moi j'étais assez d'accord avec Rachid. Une des beautés de l'intelligence artificielle, c'est justement de contrôler le but, la destination à laquelle on arrive, mais pas forcément le processus. Et je pense que si on avait voulu dire à la machine comment jouer aux échecs, elle n'aurait jamais battu le champion du monde aux échecs. Donc je pense que dans les processus d'intelligence artificielle, il y a quand même une partie où on sacrifie notre contrôle. On donne notre contrôle à la machine pour qu'elle puisse procéder de la façon dont elle veut. Donc pour moi, ça me semble essentiel dans l'intelligence artificielle. Si l'humain garde trop de contrôle, eh ben, le mot intelligence va commencer à disparaître un petit peu parce que elle est plus artificielle, mais ce serait la nôtre. D'un point de vue plus global, est-ce que l'intelligence artificielle peut contrôler nos systèmes, contrôler notre vie, etc. Je pense que c'est toujours la grande question. L'intelligence artificielle peut faire beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'elle va faire? Où va être mis l'argent? Qui vont être les acteurs qui vont investir? Et je pense qu'effectivement, c'est une question beaucoup plus compliquée à répondre. Je reste optimiste. Mais effectivement, entre ce que l'AI peut faire et ce que l'AI va faire, je pense qu'il y a encore un grand voyage et de grandes questions financières qui viendront encore se mêler. Merci beaucoup, André, pour cette réflexion très, très intéressante. C'est vrai qu'on y arrive, donc le contrôle, la légalisation, comment travailler avec l'IA sans qu'elle nous dépasse. J'aimerais bien juste faire réagir nos experts à cette deuxième citation de Rachid. Vous disiez, ce n'est pas l'IA qu'il faut réguler, mais les développeurs d'IA et les entreprises. Rachid, vous voulez peut-être développer un petit peu sur cette citation? Bon, encore une fois, c'est pas des citations d'un grand gourou, hein. C'est vraiment, il faut prendre ça avec un grain de sel. Là, on dit ce qui nous passe par la tête et on dit beaucoup de bêtises. Ce que j'essaie de dire par là, c'est que, pour prendre encore une fois une analogie, c'est pas Mein Kampf qu'il faut blâmer, c'est Hitler qui a écrit Mein Kampf. Donc, aller vers un livre et dire, oh là là, on va brûler le livre, je trouve ça parfois un peu léger, un peu simpliste. C'est les développeurs de ChatGPT ou autres logiciels qu'il faut rendre responsable des bêtises de ChatGPT. Parfois, on dit il faut réguler le logiciel, mais le logiciel, par définition, il est idiot, il n'a rien à réguler. Par contre, faire des logiciels ou obliger les sociétés à quelque part être responsables de leur logiciel, alors ça, c'est autre chose. Et du coup, ça nous emmène vers
une nouvelle peut-être forme du numérique où chaque logiciel devrait être associé à une société, une entreprise, un État qu'il a créé, plutôt que de se dire ah ben là, il est sur le web, donc personne n'est responsable, etc. Donc je reviens à la responsabilisation de l'humain plutôt que celle de la machine qui, à mon avis, ne veut pas dire grand-chose. Merci beaucoup Rachid. Alors, c'est vrai qu'on termine un peu notre webinaire sur ces questions, comment réguler, comment est-ce que la justice peut travailler avec ChatGPT. On a une internaute, Raquel, qui demandait est-ce qu'il est possible d'implémenter les technologies blockchain dans le domaine de l'intelligence artificielle par rapport aux droits d'auteur, etc. Je ne sais pas si nos experts ici veulent réagir à ça, ou nos experts en ligne. Est-ce que vous pensez qu'on peut implémenter les technologies blockchain pour réguler l'IA? Ben, peut-être. Moi, je peux peut-être réagir sur la génération d'images. Donc, on a parlé avant de la génération d'images. La blockchain peut servir à beaucoup de choses dans notre société. Je pense que de la discussion d'avant est sorti le fait qu'en fait, la problématique n'est pas tant de faire respecter un droit d'auteur, mais de discuter de qu'est-ce qu'un droit d'auteur, quand est-ce qu'il est violé. Et l'image qu'on a derrière nous maintenant, de nos pirates caribéens, est-ce que cette image devrait être régulée? Si oui, si on peut apposer un droit d'auteur, et comme le disait mon collègue, si on peut définir que l'intelligence artificielle est l'auteur de l'image, alors là, oui, la blockchain pourrait venir assister et asseoir le droit d'auteur. Mais je pense que la grande discussion de ChatGPT, elle est encore avant ça, c'est est-ce que c'est matière à droit d'auteur? Est-ce que l'AI est un auteur? Et est-ce que l'AI, en créant cette œuvre, a violé un droit d'auteur appartenant à quelqu'un d'autre? Dans ces trois thématiques, je ne vois pas une utilité et surtout un lien direct avec la blockchain. Merci beaucoup André. Alors on va gentiment conclure ce webinaire qui était très intéressant avec plein de thématiques différentes. Je donnais la parole à chacun de nos experts l'un après l'autre. Si vous voulez dire quelque chose qu'on peut se rappeler par rapport aux intelligences artificielles, quelque chose que vous voulez dire à la population de manière générale. Alors on peut commencer peut-être avec nos experts en ligne. Daye, qu'est-ce que vous voulez que les gens se retiennent de cette discussion? Ouais, donc d'abord, merci beaucoup de m'avoir associé à cette très belle conférence. Donc là, vous avez terminé, c'est sur la question qui a été soulignée tout à l'heure sur le côté réglementation. Donc moi, je suis un fervent défenseur de l'évolution technologique. Voilà, actuellement, je travaille sur le monde de l'intelligence artificielle, donc j'œuvre pour un développement de l'intelligence artificielle, mais que lorsque ce développement-là est pour la société, est utile et répond à des problématiques de société dans la vie quotidienne dans nos sociétés. Donc sur le volet réglementation, c'est très important et je pense que l'intelligence artificielle aujourd'hui est un allié auquel il faut vraiment jouer avec. Il faut saisir les opportunités, savoir les utiliser. Donc, les gouvernements, les institutions doivent prendre les devants dans ce leadership-là pour définir une réglementation très claire, en commençant bien sûr par les développeurs, par les communautés de chercheurs qui implémentent et développent les modèles, parce que ce qu'il faut noter encore une fois, c'est que l'IA, c'est des algorithmes, un algorithme par définition, c'est une suite d'instructions. Donc, on lui dit de faire ceci, il le fait, on lui dit de ne pas faire ceci, il ne le fait pas. Donc, celui qui demande à l'algorithme de faire ceci ou de ne pas faire, c'est cette personne-là qu'il faudra bien sensibiliser sur le volet éthique, sur le volet réglementation. Ensuite, très rapidement, je vais finir par là. Côté Afrique, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une 4e révolution industrielle. Et cette révolution industrielle, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de milliards de dollars ou d'euros pour prendre la course dans cette nouvelle révolution industrielle. On a juste besoin de bien définir le cadre, de prendre le leadership pour en bénéficier pleinement. Je pense qu'aujourd'hui, en Afrique, il y a beaucoup d'initiatives qui sont en train d'être lancées, qui sont déjà lancées pour prendre cette course dans la 4e révolution industrielle. Et encore une fois, ça démarre par la réglementation, la définition des use cases, les secteurs prioritaires dans lesquels développer et déployer l'intelligence artificielle. L'open data, c'est très important parce qu'aujourd'hui, l'Afrique a une réelle problématique dans ce sens-là. Toute donnée qui est produite en Afrique transite vers l'Occident. Donc, les data centers sont localisés en Occident. Donc, l'Afrique n'arrive pas à trouver sa souveraineté en matière de données. Et le dernier volet, c'est former les talents africains, les talents du continent africain, pour qu'ils puissent prendre les devants sur une implémentation utile et responsable de l'intelligence artificielle. Et encore une fois, j'étais très ravi d'avoir eu l'opportunité de participer à cette conférence. Donc, j'étais là pour l'Institut des algorithmes du Sénégal. On organise en décembre 2023 le Salon des algorithmes et de l'intelligence artificielle au Sénégal. Et j'aurai le plaisir en tout cas de vous y inviter, Rachid et mes autres copanélistes. Donc, on pourra en reparler après pour essayer de voir quelles seraient les possibilités pour vous de participer aux conférences qui seront organisées sur les thématiques de l'IA. Merci encore. Merci beaucoup Rachid, Ndiaye, on a été ravis de vous avoir aussi. Merci pour votre approche très intéressante. Rachid, est-ce que vous voulez aussi conclure avec un mot de la fin pour tout le monde?
Alors, je ne vais pas répéter ce que vient de dire Ndiaye, je pense que je suis absolument d'accord avec lui. Le train de l'IA peut être pris en marche parce que justement les investissements sont moins coûteux que ceux de la révolution industrielle précédente. On n'a pas besoin d'être enfant de Rockefeller pour créer une entreprise comme Google ou comme Facebook. Et quelque part, il n'y a pas de raison que le prochain Google ne soit pas africain ou asiatique ou suisse. Mon commentaire va revenir sur la formation, l'esprit critique, etc. Et je voudrais juste dire deux choses pour conclure. N'oublions pas que l'intelligence artificielle, c'est de l'informatique. Évidemment, si on avait dit aujourd'hui informatique, il n'y aurait peut-être pas eu ce webinaire, les gens ne s'intéresseraient pas, etc. Donc, on est obligé d'utiliser IA pour attirer l'attention. Moi, dans mon bouquin, j'ai mis IA. J'aurais pu mettre le numérique sur un transat, mais il ne se serait pas vendu. N'oublions pas que l'IA, c'est du numérique, c'est-à-dire de l'informatique. Et la meilleure manière de ne pas se prendre la vague quelque part sur la tête, c'est d'apprendre à surfer, c'est de se former. Donc, formez-vous, envoyez vos enfants se former, c'est la clé de l'avenir. Et il y a des universités extraordinaires en Suisse, comme les écoles polytechniques, les écoles d'ingénieurs, les universités, etc. En Afrique, il y a des universités aussi. L'université, l'UM6P de Ben Grir est une très bonne université ouverte aux Africains. Et je pense qu'il faut absolument apprendre à surfer pour ne pas boire la tasse, comme on dit, pour les surfeurs et les nageurs. Merci beaucoup, c'était très bien organisé. Et je vous dis à bientôt, moi aussi, je ne sais pas, au Sénégal, à Lausanne ou ailleurs. Merci beaucoup Rachid, on a aussi été ravis de vous avoir. Merci également pour le livre Journey à la plage qui nous a beaucoup éclairé sur les thématiques de l'intelligence artificielle. Donc merci. Lionel voulait également conclure quelque chose qu'on peut se rappeler sur l'intelligence artificielle. Oui, il y a un élément, je pense qu'on n'a peut-être pas beaucoup parlé, hein, qui était recité ici, c'est la question des données. Parce que les données qui sont mises à disposition sur lesquelles on se base, il y a aussi un choix qui est fait, qui est pas forcément toutes les données. Il y a un prisme qui ira effectivement plus sur des données du monde probablement occidental et nord-américain, ou de l'autre côté la Chine aussi. Donc il y a un vrai enjeu par rapport aux données, à une multiplicité des données. C'est aussi ce qui permettra d'avoir un regard moins biaisé sur l'ensemble des choses, parce qu'on pourra avoir différents points de vue aussi, en posant les mêmes questions, en orientant les questions. Je pense que ça, c'est quand même, on en a un peu parlé, mais parce que c'est aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est surtout un accès à des masses de données et qu'on arrive à gérer avec les outils technologiques. En fait, c'est assez peu intelligent et assez peu artificiel, quelque part. Parce que c'est la vitesse de calcul, ces éléments, et c'est ça qui, de toute façon, on est quand même assez loin de l'humain. L'autre chose au niveau de l'éducation, et je rejoins beaucoup Rachid, je pense qu'il faut aujourd'hui, enfin moi je suis un partisan par rapport aux technologies, c'est ni dire ni la fascination ni l'effroi par rapport aux technologies. Hein, c'est deux versions qui sont, à mon avis, pas correctes, mais aller manipuler, quoi, que ce soit les élèves, les élèves, les enseignants, les parents, aller manipuler un outil comme ChatGPT qui se base sur OpenAI, poser des questions, regarder ce qu'il en ressort, discuter entre vous. On ne va pas tous poser les mêmes questions, pas de la même manière, donc on aura des résultats qui sont un peu variables, différents. Et puis, mettons ça sur la table, la table du repas, après le repas avec vos enfants. Discutons ensemble de ce qui est donné. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on arrivera à l'intelligence collective. L'IA, elle n'a pas d'intelligence collective sans la participation humaine et sans l'interaction humaine par rapport à ces outils-là. Donc allons-y, n'ayons pas peur. Merci beaucoup Lionel également d'avoir été avec nous sur le plateau. André, une dernière conclusion? Oui, alors moi je vais aussi parler du volet des données. Je ne suis pas tout à fait d'accord, moi je trouve que c'est intelligent et artificiel, mais c'est un autre débat. Par contre, moi je voulais aussi parler des données, effectivement, et peut-être des enfants en bas âge. Comme le disait Rachid, moi je pense que ce qui est très important, c'est que les compétences soient là, c'est-à-dire qu'on peut louper le train technologique, on a pu le louper à l'apparition d'Internet et des réseaux sociaux, on peut le louper aujourd'hui avec l'apparition de l'intelligence artificielle, et effectivement, pour utiliser ces outils et en bénéficier, il faut quand même quelques compétences. Et je pense que je suis très d'accord avec l'idée de l'utiliser tôt, d'en discuter, de ne pas attendre, parce que c'est pas sommaire, c'est pas basique comme outil. Et puis, par rapport aux données aussi, parce que si je suis très optimiste et je n'ai aucun doute sur le fait que les grandes sociétés de ce monde vont investir les montants nécessaires pour entraîner ces modèles et rendre ces systèmes très performants, eh bien, en ce qui concerne l'utilisation dans l'éducation primaire ou même, comme on disait avant,
pour régler des problématiques de réchauffement climatique, la problématique va se retrouver au niveau de l'argent. Et du coup, j'espère voir apparaître des modèles qui n'auront pas... Enfin, apparaître des systèmes basés sur des objectifs à but non lucratif, parce que je pense que certains domaines seront révolutionnés par l'intelligence artificielle, mais pas d'un point de vue économique. Les enfants qui utilisent aujourd'hui un Alexa pour demander 3 plus 3 combien ça fait, demain bénéficieraient énormément d'une intelligence artificielle, je pense. Malheureusement, pour l'utiliser dans ces contextes, il faudra encore beaucoup d'adaptations. Ces adaptations coûteront de l'argent et je ne suis pas sûr qu'elles rapporteront autant que ça. Merci beaucoup André également d'avoir été là avec nous et de répondre à nos questions. Je remercie aussi Elia pour la chronique extrêmement intéressante. Donc encore une fois, merci à tous nos experts qui sont venus, qui ont débattu, expliqué, répondu à des questions. Je remercie également l'équipe technique sans qui ça n'aurait pas été possible, l'équipe qui a fait la recherche par rapport à l'intelligence artificielle pour sortir des thématiques dont on a discuté. Donc merci à tout le monde. Donc finalement, pour conclure, l'intelligence artificielle nous permet d'avoir beaucoup d'opportunités. Elle suscite également toujours beaucoup de craintes. C'est une révolution technique que nous sommes en train de vivre maintenant. Et comme vous disiez, il est important de ne pas rater le train technologique de l'intelligence artificielle. Finalement, donc, ces compétences numériques qui nous impactent tous impactent également nos jeunes et leur santé mentale. Ce sera la thématique de notre prochain webinaire, la santé mentale des jeunes. Comment l'améliorer puisqu'elle est en train de chuter un petit peu ces dernières années. Qu'est-ce qui impacte la santé mentale des jeunes? Quelles sont les solutions? Et donc on se retrouve tout prochainement avec le webinaire sur la santé mentale. Merci à tous encore une fois.